Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Déclic. Aujourd'hui, on va parler de Twitter et de Elon Musk qui cherche à concurrencer PayPal. C'est juste après ça. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, au programme, je vous partage rapidement mon écran. On va démarrer... Attendez. On va démarrer du coup avec une première actu. De Presse Citron qui annonce que Elon Musk et Twitter cherchent à aller concurrencer PayPal avec une application où en fait ça s'inscrit dans un cadre et dans un projet qui est beaucoup plus global en fait que purement du paiement. Voilà, on verra ça ensemble, je vous expliquerai un peu tout ça, mais vraiment visiblement dans les plans d'Elon Musk, Twitter il va chercher à faire beaucoup plus que entre guillemets un simple réseau social et à entrer un peu plus dans nos vies. Je vous détaillerai tout ça dans cet article. Ensuite, on enchaîne avec un article de Numérama qui en dit un petit peu plus sur la façon dont Netflix va empêcher le partage de comptes. Ça, c'est un truc que je vous avais déjà un petit peu annoncé. Donc là, ça se concrétise vraiment. Ils expliquent un peu sur quels critères ils vont se baser. Puisque j'imagine que si vous êtes utilisateur, utilisatrice de Netflix, vous avez probablement eu recours au partage de comptes. C'est-à-dire le cousin qui paye et puis je me greffe à son compte et tout le monde se greffe là-dessus. Et voilà, des fois on partage le paiement, etc. etc. Donc tout ça, ça va être grandement entaché, on va dire, par ces nouvelles mesures de Netflix. Je vous détaille ça, évidemment. Et puis, on enchaînera pour les articles un peu à la une, avec un article de Humans, que l'on connaît très bien, on en parlera un petit peu plus en détail. Je suis tombé sur cet article, en fait, je le connaissais déjà, mais je le trouve hyper intéressant et je suis retombé sur une vidéo YouTube qui m'y a fait repenser et qui parle en fait d'illustration système. Alors ça, on est vraiment dans le thème, vu que hier on a parlé de design system, là on va parler d'illustration système. C'est un sujet qui est méga passionnant, qui est un peu de niche et qui vient un peu de faire son apparition, mais voilà, on en parlera tous ensemble, histoire que je vous introduise un petit peu le sujet, puis après vous pourrez continuer à rechercher si jamais ça vous intéresse. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, donc après on enchaînera évidemment comme d'habitude avec pas mal de petites actus. Qu'on fera au travers d'un petit jeu potentiellement, parce que ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait que ce soit de Gartic ou ce genre de choses. La semaine dernière on avait fait une co-animation avec Benoît, donc voilà, on va peut-être faire un petit jeu tranquille pour brosser un peu toute l'actualité de façon ludique une fois qu'on aura passé ces articles principaux. Allez, on est parti du coup et on commence avec ce premier article. Alors évidemment, n'hésitez pas à réagir dans le chat et à poser vos questions, vos réactions, vos doutes. Et puis j'en parlerai et je réagirai dessus au fur et à mesure sans souci. Donc premier article de Presse Citron sur ce sujet, comment Elon Musk va concurrencer PayPal avec Twitter. Alors, cette ambition d'intégrer un système de paiement au réseau social n'a jamais été cachée par Elon Musk et apparemment, contre vents et marées, le développement du paiement sur Twitter se poursuit. Dans un article publié récemment, le Financial Times révèle que le réseau social a commencé à étudier l'architecture qui permettra de faciliter les paiements. Ces travaux sont supervisés par Esther Crawford, l'une des personnes de confiance d'Elon Musk au sein de Twitter. Je fais une petite aparté avant de poursuivre. Sachez que ce matin, j'ai constaté que j'ai des petits soucis au niveau de... Enfin, ma box est légèrement instable, donc j'espère que ça va tenir. Prions le dieu et la déesse des geeks pour que tout tienne. Mais si jamais il y a un souci, sachez que je relancerai ma box et je reviendrai. Donc voilà, vous avez juste à attendre quelques minutes et ça repartira. Normalement, ça devrait fonctionner. Et tout doit rouler, mais voilà, je vous le dis quand même. Donc je poursuis. Par exemple, Twitter travaillerait sur le coffre, qui est donc entre guillemets, qui permettrait de sécuriser des données de paiement des utilisateurs. Et sur le plan réglementaire, les choses bougent aussi. Dès le mois de novembre, le réseau social aurait lancé les procédures auprès du Trésor américain pour devenir un processeur de paiement, et les dépôts de dossiers auraient aussi débuté pour obtenir les licences nécessaires dans les États. Une fois les autorisations obtenues aux États-Unis, Twitter s'attaquerait aux formalités à l'international. Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, Elon Musk, de ce que j'en ai compris en tout cas de cet article, a un projet beaucoup plus global pour Twitter, au-delà du côté rentabilité et purement réseau social. Ce qu'il cherche à faire, c'est à créer une application qui soit beaucoup plus intégrée dans nos vies, qui nous permette de faire beaucoup de choses supplémentaires. Et ça commence par les paiements entre particuliers, paiements de services, ce genre de choses. Et donc ça serait un peu la première pierre en fait à l'édifice. Je sais pas si vous seriez prêt à passer par
par Twitter, surtout sachant tous les bouleversements qu'il y a eu ces derniers temps. Mais voilà, en tout cas, ce qui est au moins intéressant, c'est de se dire que il y a une démarche. Alors, je sais plus, un peu plus loin dans l'article, il compare ça, je sais plus, oui, WeChat, c'est ça, à l'application WeChat qui est un peu dans cette mouvance-là. Et qui permettrait, au-delà de communiquer, de faire beaucoup plus de choses, quoi. Alors, à quoi ressemblera le paiement sur Twitter? Hop, petite vue rapide pour voir si tout roule. Est-ce que je ne parle pas dans le vide? Est-ce que vous êtes toujours là? Visiblement, on est en live, donc c'est que vous êtes toujours là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, à quoi ressemblera le paiement sur Twitter? D'après le Financial Times, le système de paiement sur Twitter sera développé pour prendre en charge la monnaie fiduciaire. Donc la monnaie fiduciaire, c'est la monnaie classique en fait, qu'on utilise vous et moi tous les jours. Cependant, celui-ci devrait aussi permettre l'intégration des crypto-monnaies plus tard, et l'idée serait de permettre à la fois les paiements e-commerce, mais aussi les transferts d'argent entre utilisateurs du réseau social. L'objectif serait de générer 1,3 milliard de dollars de revenus via les paiements d'ici 2028. Donc ça veut bien dire que disons que l'apport qui est non négligeable de cette démarche-là serait en totale cohérence, je dirais, avec la démarche qu'a Elon Musk depuis quelques temps, d'essayer de faire de Twitter quelque chose de beaucoup plus rentable, puisque quand il est arrivé en fait à Twitter, le constat était un peu sans appel, et on savait très bien qu'en termes de modèle économique, c'était plus que bancal. Donc là, ça serait une source encore supplémentaire d'argent, en plus de Twitter Blue qu'il a mis en place, des publicités, etc., etc. Par ailleurs, Twitter a un énorme potentiel en ce qui concerne les paiements. En effet, les gens partagent déjà des liens pour faire ces paiements via des services tiers sur la plateforme. De ce fait, un mécanisme intégré directement au réseau social devrait cartonner. Sinon, ce système de paiement permettrait à Twitter de créer une nouvelle source de revenus. Voilà, c'est ce que j'expliquais, en plus de la publicité et de son abonnement payant. Et donc là, ben voilà, un peu la fin de cet article, c'est évidemment, il rouvre sur cette idée d'appli globale. Donc l'article dit, il fait également partie d'un plus vaste projet d'Elon Musk, la création d'une application comparable à WeChat en Chine. Dans l'empire du milieu, WeChat ne sert pas seulement à la messagerie, c'est aussi un réseau social, une source d'actu, un moyen de paiement et un wallet qui permet de numériser des tickets, des documents, etc. WeChat inclut même une fonctionnalité pour les activités physiques. Voilà. Donc vous voyez, je pense que je ne sais pas si vous saisissez bien la démarche, mais moi j'aurais plus vu ça d'ailleurs sur une appli comme WhatsApp, qui déjà intègre pas mal de choses, et il y a un côté messagerie instantanée, là où effectivement Twitter est plus un réseau sur lequel on poste, voilà, il y a un côté public, etc. Mais en tout cas, la démarche est là. Et donc, du coup, dernière phrase pour son projet X, ou l'application pour tout, entre guillemets. WeChat est une inspiration pour Elon Musk, et l'intégration d'un système de paiement sur Twitter est une étape vers la réalisation de ce projet. Voilà, donc c'est un peu le projet global de Twitter. J'en avais déjà entendu parler personnellement, mais disons que là, ça commence vraiment à se concrétiser, hein, parce que déjà, apporter du paiement au sein même de l'application, je pense que ça va, c'est une étape non négligeable, hein, ça va être un step supplémentaire. Et voilà, après, je m'interroge toujours à me dire, est-ce que vraiment ça peut prendre, étant donné que Twitter est quand même pas mal pointé du doigt sur tous ces derniers temps, avec tous ces mouvements qu'il y a eu, tous ces remous et toute cette instabilité. Je me dis, moi, en tant que particulier, est-ce que j'irai mettre des actifs crypto dans un wallet ou ce genre de choses? Ça me fait un petit peu peur. Enfin, est-ce que vous iriez mettre vos sous en fait directement? Parce qu'on sait que typiquement la crypto-monnaie, donc qui est une monnaie virtuelle, on va dire, vous êtes très dépendant en fait, et c'est hyper important la notion de sécurité. Parce que en gros, pour pouvoir stocker et expliquer et justifier que vous avez effectivement la somme que vous déclarez, il faut la stocker quelque part, et donc vous avez intérêt à avoir hyper confiance au service que vous utilisez, parce que si demain il se fait pirater ou s'il se passe quoi que ce soit, en fait votre argent s'envole, quoi. C'est un peu comme si par exemple votre banque, vous déposez des sous physiques, vous déposez des billets, et ben, vous avez intérêt à avoir confiance en eux, parce que si mettons il y a un voleur ou quoi que ce soit qui vient et qui pique l'argent, vous perdez votre argent. La comparaison est débile, mais c'est vraiment juste pour donner l'idée. Bob qui met dans le chat, après, pour que Elon cherche à rentabiliser Twitter par tous les moyens, donc
donc c'est pas si surprenant au final, je pense. C'est ça, c'est ça. Mais autant le côté, tu vois, créer un modèle économique, enfin, il y a plein de réseaux sociaux aujourd'hui qui ont des modèles économiques qui tiennent plus ou moins la route, hein, je pense, sans avoir nécessité d'avoir cette espèce d'application un peu fourre-tout, tu vois, un peu boîte à outils. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de se dire que Twitter risque d'être grandement transformé et que ben, demain, en tout cas c'est leur vision, le but sera de te dire que tu passes le plus de temps sur l'application et tu utilises le plus de services et d'avoir un espèce de d'application au centre de tout, quoi, tu vois, au centre de tout. Et venir comme ça concurrencer en plus en direct des applis de services de paiement type PayPal, c'est assez surprenant, surtout que Musk a été quand même pas mal impliqué dans PayPal. Il a fait partie des gens qui ont fait décoller un peu ce service. Donc voilà, c'est une démarche qui est étonnante, mais qui à la fois est logique dans cette envie de rentabiliser, d'avoir un modèle économique beaucoup plus stable côté Twitter, effectivement. Voilà un petit peu pour cette actu. Bon, j'avais pas beaucoup plus à réagir dessus, mais sachez en tout cas que ça bouge pas mal de ce côté-ci. Et on enchaîne du coup avec l'article supplémentaire. Un article qui va peut-être potentiellement vous intéresser puisqu'il s'agit d'un article de Numérama qui parle de Netflix. Netflix, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'ils vont restreindre, et ils ont pour projet de restreindre le partage de comptes. Donc grosso modo, si vous êtes sur Netflix et que soit vous partagez vos identifiants à des proches ou que sais-je, ou que vous-même exploitez le compte d'autres personnes, sachez que vous risquez de rencontrer quelques petits soucis. Puisque Netflix cherche en fait toujours dans une logique économique, hein. De toute façon c'est un peu au cœur de tous les débats à chaque fois. En fait voilà, au niveau rentabilité, disons, Netflix cherche à optimiser davantage les coûts et à faire en sorte que son modèle soit beaucoup plus rentable, et donc ils veulent éviter ce phénomène de partage parce que c'est de la perte d'argent pour eux, quoi, tout simplement. Donc ils ont tenté récemment ils ont fait quelques tentatives comme un abonnement moins cher, je crois, mais avec des publicités, ou gratuit, je sais plus si c'était gratuit ou moins cher, je crois que c'était moins cher, mais avec de la pub. Bon, ça n'a pas tellement pris visiblement au niveau stats, donc là ils passent la vitesse supérieure, quoi. Bob, je pense pas non plus qu'il veuille concurrencer PayPal, il doit toujours avoir des parts là-bas. Après, c'est sûr que je pense qu'il ne récupérera Je pense qu'il récupérera plus via Twitter, effectivement. Ouais. Donc ça, en rapport avec l'article précédent, je sais pas si c'est effectivement une concurrence frontale, mais c'est vrai que, étant donné qu'il est jugé parti côté PayPal, je pense que ça a dû donner lieu à certaines discussions avec ses associés, quoi. Allez, je commence du coup avec cet article de Numérama. Donc on savait déjà pour la théorie, Netflix va restreindre le partage gratuit des comptes hors du foyer. Maintenant, le géant de la SVOD, donc c'est la SVOD, c'est la vidéo sur demande, mais version streaming. Donc le géant de la SVOD passe aux travaux pratiques. Dans les prochaines semaines, l'entreprise américaine commencera à exécuter son plan, et dans une page d'assistance disponible sur son site web, on en sait un peu plus désormais sur les règles de partage de compte Netflix, comme l'a repéré le Huffington Post. Donc, comment est-ce que Netflix va détecter les appareils? Alors déjà, il va y avoir 3 critères principaux. Donc, comme prévu, le service va se fonder sur plusieurs signaux pour établir la légitimité des appareils se connectant à un compte. 3 critères sont annoncés. D'abord, l'adresse IP. Donc, ils vont se baser sur l'adresse IP. Donc, ils précisent qui est la plage d'immatriculation de votre point d'accès sur Internet. Ensuite, l'identifiant de l'appareil. Donc, l'identifiant, c'est... je sais pas si c'est un nom, je pense que c'est plutôt une suite de caractères et de nombres en fait qui permet d'identifier de façon unique votre appareil. Et ensuite l'activité du compte. Alors ça, l'activité du compte, j'avoue que c'est un peu, c'est pas très clair comme critère. Bob, je dois vous laisser, je reviens d'ici 15 minutes. Ouais, pas de souci, à tout de suite. Donc, adresse IP, identifiant de l'appareil, activité du compte. Netflix ne précise pas si d'autres indicateurs sont employés. Si les appareils se connectent tous depuis le foyer associé au compte Netflix, il n'y aura pas de problème. Mais dans le cas où un smartphone, un ordinateur accède à un compte depuis un autre endroit, ça se complique. Donc ça se complique parce qu'il y a tout un tas de règles en fait qui vont mettre en place. Le foyer Netflix, c'est celui dans lequel vit le propriétaire ou la propriétaire du compte Netflix
pour qu'un appareil soit considéré comme partie intégrante du foyer, il doit se connecter au réseau Wi-Fi de ce domicile au moins une fois par mois, tous les 31 jours. Donc ça sera un critère. Dans ce cadre, plusieurs smartphones et ordinateurs peuvent aller sur la plateforme, mais pas nécessairement en même temps. Donc ça, voilà, meilleur des cas, vous êtes au même endroit, il n'y a pas de souci, vous vous connectez au moins une fois par mois et vous n'aurez pas de problème. Par contre, la procédure de vérification d'un appareil, c'est-à-dire si jamais vous ne respectez pas ce critère, dans ce cas de figure, Netflix peut demander de le vérifier avant qu'il puisse servir à regarder Netflix ou de changer de foyer. Voilà, ça c'est ce qu'ils mettent ça entre guillemets. Cela vaut aussi bien pour un appareil déjà identifié que pour une nouvelle connexion. Cette procédure comprend quelques étapes et nécessite le concours du ou de la propriétaire du compte. Donc dans le cas effectivement vous êtes détecté comme étant hors du foyer en quelque sorte, il y aura une procédure. D'abord, quelqu'un cherche à se connecter à un compte Netflix depuis un lieu qui n'est a priori pas le foyer du titulaire ou de la titulaire de l'abonnement. Netflix va d'abord transmettre un lien à la propriétaire, par mail, par numéro, etc. Il y aura un code de confirmation à 4 chiffres. Ce code va être saisi par la personne qui veut se connecter. Et puis, à partir de là, l'accès au compte sera validé et la vérification de l'appareil peut ensuite revenir de façon ponctuelle. Donc si je résume, parce que j'avoue que c'est pas hyper clair, cas numéro 1, vous êtes présent dans le même foyer, vous partagez avec vos frères, vos sœurs, etc. Pas de problème, tout fonctionne bien, vous êtes là au moins une fois par mois, tout roule. Cas numéro 2, selon votre activité, selon en gros ce qui détecte les endroits où vous êtes, etc. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça en termes de tracking et comment dirais-je, de légitimité des données, mais bon bref, peu importe. En gros, cas numéro 2, vous nous êtes détecté comme étant hors foyer. À ce moment-là, le propriétaire ou la propriétaire va recevoir un code et donc vous allez devoir vous resynchroniser, ce qui peut être très pénible puisque typiquement si par exemple vous partagez avec votre cousin qui habite de l'autre côté de la France ou à quelques kilomètres, ça veut dire qu'à chaque fois que qu'il ou elle va aller sur Netflix, il va devoir vous appeler ou vous demander le code et puis vous lui renvoyez le code et puis paf, il valide. Donc c'est pas impossible mais c'est hyper laborieux et je pense que c'est fait vraiment pour décourager les gens parce que ça veut dire qu'en gros à chaque fois que vous allez vous connecter sur un compte qui n'est pas dont vous n'êtes pas propriétaire, vous allez devoir vous revalider et je pense qu'une fois, deux fois c'est sympa, mais quand il est minuit et que vous voulez regarder une série Netflix, ça va être compliqué d'appeler le cousin pour lui demander le code quoi. Voilà en gros. Je pense avoir à peu près résumé la façon dont ils envisagent en tout cas, dont ils envisagent tout ça. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, alors dernière phrase qui est aussi importante, quid des cas de figure particuliers, puisqu'il y aura certainement des cas très précis, comme par exemple des vacances en France ou à l'étranger, un déplacement ponctuel ou une personne possédant 2 foyers. C'est vrai que c'est aussi un cas un peu précis, mais il y a des gens qui ont, mettons, 2 maisons ou, je sais pas moi, un ou une jeune par exemple dont les parents sont divorcés et qui est un coup à un endroit, un coup à un autre. Comment est-ce qu'on gère ça? Hello Magic King, hello à toi, merci beaucoup de l'abonnement, première fois sur le chat. Installe-toi tranquillement. Donc on fait le tour de l'actu un peu, tour de l'actu web. Voilà, j'explique un peu tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé. Voilà, en tout cas, je suis dans la cohorte de test de Netflix. Ah, ok. Je reçois le code par mail. Ok, bah, hyper intéressant du coup. Tu nous donnes ton retour à chaud direct en fait de comment dirais-je, de cet article. J'ai juste mis un forward vers mes sœurs quand je reçois. Ah ok, d'accord. Donc en gros, si pour celles et ceux qui seraient peut-être pas à l'aise avec ce jargon, l'idée c'est que Magic, ce qu'il fait, c'est que à chaque fois il programme en fait ses filtres dans ses filtres Gmail. Voilà, donc via Gmail ou via votre client, on va dire, de messagerie, vous avez visiblement la possibilité de détecter quand il y a un mail de Netflix et poum, vous le redirigez de façon automatique en fait. Bonjour, 30 secondes de pub. Ah yes, alors Olivier en fait vient d'arriver, sauf qu'il se mange le pré-roll. Malheureusement on peut pas y faire grand chose à ça. Donc pour expliquer effectivement la technique de Magic qui est vraiment très intelligente, j'avais pas forcément pensé à ça, c'est qu'il a programmé, il ou elle, je ne sais pas, King, je dis il, je pense, a programmé en fait une feature de façon à ce que à chaque fois qu'il reçoit un mail dans sa boîte mail, c'est automatiquement redirigé vers les autres personnes. C'est intelligent, j'avais pas forcément pensé à cette technique là, voilà.
Coucou Olivier, ouais désolé pour la pub du pré-roll, j'ai désactivé au plus les publicités parce que voilà, honnêtement c'est pas ce que ça rapporte je trouve par rapport à ce que c'est contraignant. Donc j'ai essayé de désactiver le plus possible les pubs, mais malheureusement la première c'est quelque chose sur lequel on n'a pas du tout la main. En tout cas très content de t'accueillir ce matin. Et donc du coup on était en train de parler de Netflix qui met en place un peu son plan pour empêcher le partage de comptes. Je sais pas si tu avais vu passer ça. Et en gros, ils vont se baser sur ta localisation, enfin ton IP, l'identifiant de l'appareil et l'activité du compte. Et en gros, ils disent, si je résume très rapidement, si jamais tu es dans le foyer au moins une fois par mois et qu'en gros, ils ne détectent pas que tu as bougé, il n'y a pas de souci. S'ils détectent que tu as bougé, ils vont tu vas devoir en fait valider ton compte. Ils enverront en fait à la personne qui est propriétaire du compte Netflix un code. Ce qui est un peu chiant parce que si tu as une personne par exemple qui est, genre t'as un cousin qui est je sais pas où, ça veut dire qu'il va falloir à chaque fois lui redemander le code, etc. C'est un peu relou. T'as pas Netflix, au moins ça règle le souci. Ça règle le souci. Donc voilà, et du coup on a eu un petit trick de Magic King qui a débarqué, qui nous a dit qu'on pouvait automatiquement rediriger des mails provenant de Netflix. Donc ça peut être une technique effectivement. Voilà un peu pour cet article, et on enchaîne du coup avec un article suivant. Alors, je lis dans le chat. Magic, il met après IMO, ils vont me l'envoyer par SMS. Ok. Parce que ça a duré 2-3 mois cette histoire, mais plus rien depuis. Ok. Olivier qui dit cette vérification exactement comme Google Outlook et plein d'autres services. Ouais, tout à fait. Après IMO, ouais, ok, merci. Je crois que tu as compris que j'avais galéré sur le IMO. J'étais là, mais j'ai bugué. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est IMO? Ouais, désolé. J'enchaîne 2 streams entre hier soir et aujourd'hui, je suis un peu à la ramasse. Mais effectivement, alors, s'il passe par le SMS, est-ce qu'il y aurait possibilité, peut-être avec, tu sais, des services de, comment ça s'appelle, type IFTTT, des choses comme ça qui permettent d'automatiser certaines choses et de dire, à chaque fois que je reçois un texto, du coup, tu déclenches une autre action. Et donc peut-être il y aura aussi moyen de passer par là. Sinon le mieux c'est aussi de payer son compte, c'est bien. Moi j'ai pas d'avis là-dessus personnellement, mais bon, en tout cas il y aura certainement des petites choses. Et bonjour à tous, bonjour à toutes les raiders, on se fait raid par Sean Raid. Hello tout le monde, 93 viewers, OMG, trop cool, bienvenue à toutes et à tous. Désolé j'ai pas d'alerte en mode on accueille les raiders, etc. J'ai pas encore mis ça en place, je suis désolé. Si ce n'est de vous faire une petite danse de la joie comme ça, je sais pas qu'est-ce que je peux faire de mieux. En tout cas, soyez bienvenus. Coucou Sean, merci beaucoup. Je vais te faire un petit shoot-out, c'est quand même la moindre des choses. Et merci beaucoup pour ton raid de ce matin. Alors, que j'écrive bien Ayam Sean. Je sais pas s'il prend en compte la casse ou pas. Ayam Sean Red, shootout. Voilà. Donc du coup Sean qui est un streamer orienté tech de façon globale, qui est beaucoup plus généraliste que nous. Nous on est vraiment orienté plus sur la partie web numérique, voilà. Alors que Sean est très voilà, calé sur plein d'autres sujets, l'espace, voilà, plein d'autres sujets. Je vous invite évidemment à aller voir ça. Et du coup rapidement je me permets je vais vous partager rapidement une vidéo de présentation qui est très rapide, elle dure 1 minute, comme ça au moins vous pourrez découvrir qui est Déclic, qu'est-ce que c'est Déclic. Donc je vous mets ça hop de suite, et puis n'hésitez pas évidemment à vous follow. Encore merci Sean pour ton raid. C'est parti, je vous mets ça rapidement. Attendez, je mets le son parce que sinon ça va pas bien fonctionner. Wouhou, voilà, allez, plein écran, c'est parti. Salut à tous, c'est Anto, bienvenue sur la chaîne Déclic. Alors la mission de cette chaîne, c'est de vous proposer tout un tas de thématiques autour du digital et du web, du e-commerce, du SEO, du web développement, du web design, bref, toutes les thématiques qu'on peut croiser aujourd'hui en agence digitale. Énorme, énorme. Et pour ce faire, nous allons avec la team Déclic vous proposer plusieurs types de contenus. Alors tout d'abord en format de matinale, on se retrouvera sur la chaîne Twitch Déclic le matin, le mercredi et le vendredi pour traiter de l'actualité web pendant 1 heure. Ensuite des interviews, toujours en direct sur la chaîne Twitch. L'idée, ce sera d'accueillir des personnalités, des entreprises du milieu du web qui viendront nous parler de leur parcours, de leur quotidien, ou pourquoi pas des experts d'un sujet en lien avec le web. Troisième format, une émission de type talk show, des invités,
plusieurs caméras et un sujet sur lequel on pourra échanger en live Twitch. Et vous aussi, vous pourrez venir poser toutes vos questions en direct. Mais c'est super. Pour finir, dernier type de contenu, des vidéos en différé à consulter sur la chaîne YouTube de Déclic. Principalement, ce sera des tutos, de l'actualité ou bien des vidéos thématisées que vous pourrez consulter quand vous le souhaitez. Voilà pour cette présentation rapide de la chaîne. Je vous invite donc à venir vous abonner sur YouTube, sur Twitch. C'était Anto, ciao! Voilà pour la présentation rapide de la chaîne. Alors j'espère que ça aura été assez exhaustif, mais voilà, vous l'aurez compris, globalement on est, je dis on parce que je suis pas tout seul, on est plusieurs à animer un peu cette chaîne. Merci Sean, bonne journée à toi, des bisous et continue à nous régaler le matin. Merci beaucoup. Donc voilà, globalement on traite surtout de sujets web et numérique. On va parler de web design, de web développement, Salut à tous, c'est Anto, etc. bienvenue. Donc des choses assez vastes. Alors du coup là on est en pleine matinale, puisque ce que je vous expliquais c'est qu'on a plusieurs formats. On a toute la partie Twitch en fait sur laquelle on fait des matinales et des interviews. Hier d'ailleurs on a eu une super interview de la team de Decathlon Technologies qui est venu nous parler de design system. C'est un sujet super cool et donc tout ça on le poste évidemment sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à y aller, point d'exclamation YouTube dans le chat et vous pourrez vous abonner sans souci. Voilà, allez on continue, du coup on reprend le cours de nos actus et on vient de terminer en fait sur un article de Netflix qui justement explique comment est-ce qu'il faut empêcher le partage de comptes. Donc je vous invite à aller voir rapidement, enfin vous irez voir le replay évidemment si vous voulez un petit peu plus de détails, mais voilà, en tout cas le plan d'action qui est vraiment en train d'accélérer de ce que j'en comprends et donc prochainement pas mal de changements à venir en tout cas et plus de difficultés on va dire pour partager son compte auprès de ses proches. Alors du coup on enchaîne avec un article, l'article suivant. C'est un article un petit peu plus je dirais c'est pas forcément de l'actualité celui-ci. Alors je regarde au niveau de l'heure, je sais pas si on va devoir. On enchaîne avec un article, l'article suivant. C'est un article un petit peu plus... Je sais pas si est-ce qu'on est bon au niveau du temps. Non, c'est bon, 9h10 c'est bon. Donc rapidement je veux passer sur cet article. Je vais pas rentrer trop dans le détail parce que sinon on n'aura pas le temps de tout couvrir. Mais je trouve que c'est un article qui est hyper intéressant, donc qui est sorti par Human Design et qui explique en fait le principe des illustrations système. Je sais pas si ça vous parle ou pas, si vous avez déjà entendu parler de ça. Olivier qui met: je dois vérifier mes comptes Google et plein d'autres choses tous les jours. On me trouve à Genève et Zurich, 400 km d'écart suivant les jours. Juste très embêtant, idem dès que je prends le train pour faire 30 km. Ça, c'est ça la sécurité. Ah ok, tu bosses dans la sécu et du coup tu es obligé de bouger. Tu bouges physiquement. Je croyais qu'au début, genre en fait c'était une blague en mode j'ai un VPN et du coup ils n'arrivent pas à suivre en activité. Mais ok. Ah ouais, effectivement, pour toi ça va être très compliqué. Le côté Netflix, tu risques d'avoir quelques difficultés. Après, encore une fois, je pense qu'ils vont se baser sur plein de critères. Peut-être que ça va pas fonctionner et ils vont faire évoluer le truc et puis voilà. Mais effectivement, ce terme de votre activité, ça veut tout dire et rien dire. Et donc, à voir à quoi ça va correspondre. Alors rapidement, avant d'enchaîner sur un petit jeu qu'on va faire tous ensemble, je vous propose du coup de parler effectivement de ça, des illustrations système. Donc pour celles et ceux qui auraient ou n'auraient pas plutôt assisté à l'interview d'hier, on a parlé des design systems. Donc le design system, très rapidement, c'est une façon de concevoir des sites en fait qui permet de ne plus penser en fait en page, mais plutôt alors je vais vraiment grossir parce que c'est beaucoup plus dans le détail et il y a des gens qui vont me tuer, mais juste pour vous donner l'idée, le but c'est qu'on va avoir une approche qu'on appelle atomique, c'est-à-dire qu'on va concevoir nos sites en petits composants qui vont former des plus gros composants qui eux-mêmes vont former des pages. Voilà. Et donc on va se servir un peu de tous ces composants-là après pour composer toutes nos pages. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Dans un souci de, de cohérence en fait, puisque quand vous appelez Google par exemple, ou que vous appelez PayPal, ou que vous appelez je ne sais pas trop qui, vous avez une armée de designers et de développeurs qui bossent tous les jours sur des applications diverses, et donc c'est compliqué en fait de garder une certaine cohérence un peu dans tout ça. Donc on se dit ok, on va mobiliser une équipe en particulier qui va travailler sur la conception de composants en design, en dev, et du coup les gens pourront ensuite, une fois que ces composants sont faits, composer leur page à partir de ça, et donc on aura une cohérence et une réactivité qui sera bien meilleure.
Et donc là, en fait, cet article de Human est hyper intéressant puisque on va encore plus loin dans le concept, au-delà en fait de purement comment dirais-je, d'un design system classique. On va faire ce qu'on appelle un illustration system, c'est-à-dire que on va aller créer en fait toute une gamme, exactement comme on le fait avec des composants de page. On va faire pareil pour toutes nos illustrations, et donc on va essayer de composer en fait, de prévoir en fait, je sais pas moi, imaginons je dessine un personnage, je vais faire quelques variations par exemple de la tête de mon personnage avec plusieurs expressions, des variations sur sa chevelure, des variations sur ses habits, sur le décor de mon personnage derrière, etc. Et donc en fait après je vais pouvoir exploiter la puissance de Figma qui est un outil de design pour créer un composant avec plein de variations et recomposer comme ça des illustrations très très rapidement puisque j'aurai tout un tas de combinaisons qui sont quasi infinies. Olivier qui met cette formation en composant existe depuis longtemps dans les interfaces des applications d'ordi. Ça a été appliqué plus tard sur le web. J'avais déjà commencé mi-90 comme ça. Alors, totalement d'accord avec toi sur la partie approche, je dirais, atomique. Donc, il y a une personne assez connue qui s'appelle Brad Frost qui a fait pas mal de littérature là-dessus et qui a aussi fait des talks là-dessus sur l'approche atomique, donc le fait de faire des petits composants qui composent des plus gros, mais c'est un concept qui existe depuis longtemps, et notamment chez les devs, dans le monde du dev, clairement l'approche, je dirais, en composant a été remis au goût du jour avec l'apparition de frameworks comme React, ce genre de choses, mais existe déjà depuis très longtemps. Et cette démarche comme ça de faire, on appelle ça le dry, le don't repeat yourself, tu essayes de faire un truc à un endroit et ensuite tu l'utilises dans plein d'autres endroits, et si tu fais une modif, c'est répercuté. Ça, clairement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, qui ne débarque, enfin, qui existe depuis très très longtemps. Là où c'est un petit peu différent, et là où ça a été un peu remis au goût du jour, déjà, il y a effectivement côté dev tout ce qui est je dirais mince, j'ai un trou, tout ce qui est framework qui a apporté quelque chose de modulaire, beaucoup plus pratique, etc. Mais c'est surtout côté design, parce que côté design, en fait, le design system, ça implique aussi bien les profils, les équipes dev que les équipes design, et côté design, on n'avait pas nécessairement toujours cette approche-là. Et aujourd'hui, avec des outils tels que Figma, mais pas que, mais aujourd'hui, il faut pas se mentir, c'est Figma qui bouffe pas mal le marché, vous avez la possibilité comme ça de créer des composants, et donc en fait de faire coexister et cohabiter deux librairies, une librairie de composants dev, une librairie de composants design, et de les faire évoluer comme ça ensemble. Et si je fais une modif côté design, je la répercute côté dev. Et en plus, il y a toute la partie automatisation entre les deux qui s'est développée de plus en plus ces derniers temps. Donc ça, effectivement, je suis d'accord avec toi, Olivier, ça n'est pas quelque chose, un concept qui débarque juste maintenant. En revanche, on a beaucoup plus d'outils, et surtout côté design, on arrive en fait à aller beaucoup plus loin et à respecter un peu tout ça, quoi. Je baisse peut-être un peu, je sais pas si le son de mes alertes est un peu fort, peut-être je vais baisser légèrement pour pas vous faire saigner les oreilles. Désolé. Donc on a également un message de c'est Guillaume. Est-ce que je sais pas si c'est Guillaume ou je sais pas comment ça se prononce comme pseudo, désolé. Un design system atomique n'est pas fait pour tout le monde. Je bosse en agence et notre design system doit être le plus simple et neutre possible, donc en une page ou plus. Mais hâte de découvrir ça dans un futur taf. Alors, c'est intéressant, hein, ta remarque est tout à fait intéressante, et c'est quelque chose que j'ai posé, justement, c'est une question que j'ai posée hier à l'équipe design system de Decathlon. Et en fait, il est clair que il te faut jauger est-ce que le temps que tu vas y passer va être rentable derrière. C'est-à-dire que si tu es une agence, que tu t'adresses à un client ou une cliente et qui en fait veut faire un petit site très rapide à peu de budget, etc., je suis assez d'accord avec toi. Peut-être c'est un truc que tu vas faire one shot et ensuite tu reviendras pas dessus, donc clairement aucun intérêt. En revanche, là où ça peut être intéressant, c'est que, alors déjà, pour dire la vérité, il y a une espèce de granularité, il y a plusieurs niveaux, on va dire, de design system. Il y a des gens qui parlent de design system, mais en fait, en réalité, c'est plus on va dire, une espèce de lib de composants qu'ils vont exploiter purement, mais ils vont pas après exploiter tout le côté documentation, faire évoluer le design system, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux par contre potentiellement avoir un client avec peut-être
un budget un peu plus sympa et qui te disent voilà, moi je veux avoir un site qui soit quand même évolutif, j'ai pas envie de faire appel à vous tous les 4 matins pour faire la maintenance, etc., etc. Et là dans ce cadre-ci, alors tu vas pas forcément mettre un design system, mais par contre tu vas peut-être faire avoir cette approche atomique. Je sais que moi j'ai bossé dans pas mal d'agences et j'ai parlé à une ancienne collègue qui me disait que par exemple ils avaient sorti un site où c'était purement que des blocs en fait qu'ils avaient designés et développés, et donc le client était 100% indépendant et pouvait comme ça créer ses pages, et chaque bloc avait en fait pas mal de variations. Donc du coup c'était hyper intéressant de se dire que ils n'ont pas sorti un site juste, ils ont sorti des blocs. Donc leur ont montré quelques exemples de comment les faire pour sortir des pages et avoir quelque chose de concret, mais ils ont eu vraiment cette approche là quoi. Et ça je pense que c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus, qui est déjà présent quoi. Intéressant de voir que pour le design vous n'y êtes pas encore, car c'était assez logique pour moi, j'ai dû être en avance. Écoute, moi je suis pas designer à proprement parler, je m'y intéresse en tout cas depuis pas mal de temps, mais il faudrait avoir le retour de certains designers. Mais moi je sais que j'ai eu discuté avec pas mal de designers et designeuses plus chevronnés et qui disaient mais c'est vrai que c'est une approche qui est cool, mais en fait ça existait déjà chez vous les devs quoi. Et ce à quoi j'ai dit oui effectivement. Paul, très cool le live d'hier. Merci beaucoup Paul, merci, très content que tu aies pu y assister, c'est très cool. Bon écoutez, je vais avancer légèrement sur cet article avant qu'on enchaîne sur le jeu. Donc cette notion d'illustration système rapidement qui est illustrée par Human Design, super article, je vais vous partager d'ailleurs parce que vraiment c'est une pépite ce truc. Tac, je vous mets ça là. Voilà. Alors, donc ils expliquent: une marque ou un produit numérique s'exprime par un ensemble de normes et de paramètres définis, son logo, ses couleurs, sa police de caractère, mais également par son univers graphique. Tous ces éléments régis par des règles d'utilisation garantissent l'intégrité de la marque ou du produit. Il est donc primordial de définir les mêmes règles dans la construction ou le choix des visuels pour renforcer l'esprit de marque et un langage commun à tous les éléments illustratifs d'un produit. Ainsi, un système d'illustration est un ensemble de règles et de composants graphiques permettant de créer un langage visuel toujours dans un style qui lui est propre, à l'image d'un design system. Certains éléments sont partagés à leur niveau le plus atomique et s'apparentent à des tokens. Donc ça c'est un terme un peu technique. Donc un token c'est le plus petit élément on va dire, donc une couleur, une indication de perspective, un schéma de composition, l'épaisseur d'un trait, etc. etc. Mais un système d'illustration est également primordial dans la définition et l'expression de la personnalité d'une marque ou d'un produit, puisque le style va donner le ton et va donner un ton et une voix, quelque chose plutôt humoristique, solennel, etc., etc. Et donc cet article, bon je vais pas tout lire parce que franchement il est un petit peu long mais hyper intéressant. Il vous dit donc quels sont les avantages et les inconvénients, quelles sont les étapes un peu à mettre en place. Et donc voilà, on le voit, étape 1, cartographier les parcours. Il faut d'abord aller voir un peu l'ensemble des écrans qu'on va devoir faire pour pouvoir avoir une vue assez précise. Ensuite définir des familles de messages, quel type de message on va véhiculer au travers de nos illustrations, définir son style et ses éléments. Enfin voilà, vous avez vraiment toutes les étapes un peu qui sont posées ici. Et puis alimenter et documenter, ça aussi c'est très important, et dans le cadre d'un design system aussi il y a la notion de documentation qui est très importante, puisqu'elle va être tous ces composants vont être utilisés par des designers et des développeurs. Et puis voilà, vous avez un focus aussi sur les limites. Donc les limites de ça, c'est continuer à créer des composants et maintenir à jour une bibliothèque et une documentation peut s'avérer fastidieux et chronophage évidemment. À l'échelle d'une entreprise, cela passe par la mise en place d'une organisation, et les difficultés rencontrées seront les mêmes pour la mise en place d'un design system. Une autre limite, ça peut être le côté uniformisation. Il faut faire évoluer son design system et faire en sorte de faire des choses qui soient pas trop, de pas toujours utiliser les mêmes choses, sinon il y a un côté un peu trop copier-coller quoi. Voilà. Et puis après une petite conclusion. Donc je vous ai mis l'article dans le chat, allez le consulter. Parce que vraiment c'est hyper intéressant, et j'ai une petite vidéo que je vous partagerai juste après aussi sur le sujet. Voilà, je vois qu'il est 9h22, donc on va rapidement enchaîner sur notre petit jeu. On va faire un petit Gartic pour faire le tour de la... Je veux le bookmark pour moi. Eh ben tu fais très bien Paul, et j'aurai une vidéo juste après mais je vous la ferai passer sans problème. On va enchaîner très rapidement sur la deuxième partie de cette
la deuxième partie de cette matinale. Donc ce que j'aime bien faire pour celles et ceux qui seraient là pour la première fois, c'est que j'aime bien vous faire deviner un petit peu de l'actu web sur ce qui s'est passé. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être sur plein de choses. Et donc je vous fais dessiner ça via un Gartic. Donc celles et ceux qui ne connaîtraient pas, en fait le principe de Gartic, c'est que je vais dessiner quelque chose en fait directement à l'écran et vous allez devoir deviner un mot en fait, tout simplement. Donc je vous fais deviner un mot au travers d'un dessin et comme ça je vous donne un article en rapport du coup avec le mot que je vous fais deviner évidemment. Alors on commence du coup avec le premier mot. Pour participer évidemment vous avez juste à taper dans le chat directement, vous n'avez rien à faire si ce n'est de taper le mot dans le chat. Vous pouvez faire autant de propositions que vous voulez, vraiment spammer le chat, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors on commence du coup, sachez que la dernière personne qui a gagné c'était Alexis et je tiens à présenter mes excuses Alexis parce que la dernière fois j'ai oublié d'annoncer en fait que c'était toi qui avais gagné. Mais bon voilà, t'avais clairement surplombé on va dire cette partie de la dernière fois. Donc on y va du coup, je vais commencer avec un mot facile histoire que vous puissiez comprendre un petit peu le principe. Alors je vais commencer, qu'est-ce que je vais vous faire deviner pour commencer? Hop. Voilà, donc à chaque fois je vous préciserai si c'est un mot à deviner ou si c'est un mot composé ou si c'est quelque chose de composé. Et on va commencer avec quelque chose de plutôt facile. Donc je fais démarrer. Est-ce qu'on a bien le son? Je pense qu'on est bon. Yes. Ok, donc je vais commencer avec un premier mot. Soyez à vos claviers. C'est un seul mot, c'est pas quelque chose de composé. Donc c'est parti. Allez, c'est parti. Donc du coup, je vais commencer. Je vais prendre peut-être ce crayon. Tac. Un mot facile, hein, vraiment pour débuter, ça va être quelque chose de très simple. Bien joué, Alexis. Alors les amis, il faut y aller, hein, parce que si jamais vous y allez pas, Alexis, il est redoutable sur ce jeu. Le premier mot du coup, c'était Messenger. Pourquoi est-ce que je vous parle de Messenger? Tout simplement parce qu'on a une petite actu de Presse Citron. Oui, c'est dans le thème tech, c'est toujours dans le thème tech. Après, le mot, des fois, peut être un peu... ça n'est pas forcément le mot direct, comment dirais-je, le mot à deviner, tu vois, je sais pas, moi, je peux te faire deviner, je sais pas, sécurité ou ce genre de choses, tu vois, c'est pas forcément le mot direct, mais l'actu est toujours en lien avec le web et la tech, évidemment. Donc, pourquoi je vous fais deviner Messenger? Tout simplement parce qu'on a une actu de Presse Citron, Facebook accusé de vider intentionnellement la batterie de nos smartphones. Alors, je sais pas si vous avez vu passer cette actu. En gros, c'est un ex-employé qui s'est fait plus ou moins dégager, on va dire. Puisque en gros il a décidé d'attaquer le géant américain. Il estime avoir été licencié de manière abusive après avoir refusé de prendre part à des tests négatifs en interne. Donc qu'est-ce que c'est les tests négatifs? Il s'agit d'expérimentations qui permettent à des entreprises comme Facebook de réduire la durée de vie de la batterie des téléphones des utilisateurs à leur insu afin de tester de nouvelles fonctionnalités, un nouveau système de chargement d'image ou encore les performances d'une application. Donc l'idée c'est en gros typiquement Facebook ou ce genre de boîte des fois peut faire des tests sur des applications et par exemple veut tester que son appli Messenger soit assez tienne bien ou soit résiliente en gros dans le cas où il y a moins de batterie. Et donc ils vont exprès aller dégrader un peu la batterie de votre téléphone pour voir comment est-ce que l'appli réagit en conditions, etc. Et donc ça pose quand même des gros soucis, puisque comme le dit effectivement cet ex-employé George Evard, je sais pas comment ça se prononce, lui en fait il soulève le fait que ça peut être quand même très... c'était à quel endroit que je l'ai vu? Ouais, ça peut poser des soucis d'éthique, puisque déjà c'est fait à votre insu. Et ensuite, si jamais ces tests s'exécutent au moment où par exemple vous avez vraiment besoin de votre téléphone parce que vous êtes dans une situation d'urgence ou ce genre de choses, ça peut être très problématique et potentiellement dangereux. Voilà. Donc du coup, lui, il a refusé de prendre part à ces tests-là, et résultat des courses, il s'est fait dégager. Donc voilà, un petit peu pour cette première actu. On enchaîne du coup rapidement. Alors j'imagine que vous avez compris un peu le principe. Donc n'hésitez pas à mettre plein de choses à tester, parce que sinon disons que ça vous permettra un peu de potentiellement trouver la bonne réponse. Alors sur lequel est-ce que je vais enchaîner? Je vais enchaîner sur ça, je pense. Quel dessin je pourrais faire?
Faut que j'essaye de trouver un truc que je dessine pas d'habitude parce que sinon les habitués vont être trop rapides. Tac, 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 tac. Ok. Je me mets un dessin sous le truc parce que sinon j'arriverai pas. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. On est parti pour le deuxième mot. Je le tape. Ça va être un mot composé. Donc 2 mots. Ok, c'est parti. Ok, on est parti. Pas facile à dessiner celui-là, je pense que je vais essayer de vous donner des indices parce que je ne sais pas si je vais y arriver. Alors c'est pas chatbot mais on est dans la thématique. Ah, j'ai l'impression qu'on chauffe. On n'a pas écrit correctement mais on chauffe. Bien joué. Bien joué. Ah, je savais pas comment modéliser en fait le côté... le côté bot, ok, il n'y avait pas de souci, mais le côté chat GPT, c'était pas facile. Pourquoi je vous parle de chat GPT? Tout simplement parce que ça bouge du côté de chat GPT. On peut pas passer une matinale sans parler de chat GPT, évidemment. Un concurrent du coup qui se développe, donc Baidu qui est un moteur de recherche chinois et qui lance son propre concurrent à chat GPT. Donc voilà, après Microsoft, Baidu, l'équivalent de Google en Chine, travaillerait sur un service d'intelligence artificielle similaire à ChatGPT d'OpenAI. Selon des sources de Bloomberg, le moteur de recherche chinois prévoit de lancer son application d'ici mars. Voilà, et donc ça c'est une première concurrence. Il y a une deuxième en rapport avec ça. C'est un tweet que j'ai vu passer de Defend Intelligence, qui est un autre collègue streamer, et qui annonce aussi que Google a vraiment avancé sur cette partie d'intelligence artificielle, puisqu'ils ont lancé déjà un formulaire, on va dire, dans lequel vous pouvez demander à être un peu en early access sur leur technologie concurrente à ChatGPT. Voilà, donc il met Google Bouge, ils viennent d'ouvrir un nouveau formulaire pour avoir l'accès à la MDA, leur équivalent de ChatGPT, qu'ils ont depuis bien longtemps. Donc du coup, côté Google et côté Baidu, de la concurrence qui se développe et une réponse forte qui est annoncée en tout cas par les concurrents, on va dire, d'OpenAI pour pouvoir développer leur propre intelligence artificielle. Voilà, bravo du coup pour cette nouvelle victoire du coup d'Alexis. Alors Alexis est très performant sur ce jeu. Je pense qu'un jour je vais devoir lui interdire en fait l'accès au jeu, sinon personne n'arrivera en fait à jouer. Allez, on enchaîne du coup avec l'actualité suivante. Alors, là c'est pareil, ça va me demander quand même d'être assez doué. Ok. Donc ça va être 2 mots. C'est composé les amis. C'est parti. J'ai le dessin sous les yeux, mais tellement nul, c'est incroyable. C'est en 2 mots. C'est pas Elon Musk. Et là, vous devriez deviner en vrai.
Bien joué, c'était ça, Donald Trump. Donald Trump. Pourquoi je parle de Donald Trump? Eh bien parce qu'il est de retour. Je voulais en parler la semaine dernière, mais on n'a pas eu le temps parce qu'on a eu une actu assez chargée. Un article du siècle du digital qui annonce que Donald Trump est de retour sur Facebook et sur Instagram. Donc Meta, le groupe Meta vient d'annoncer la fin du bannissement du compte de Donald Trump sur Facebook et Instagram. Elle sera effective dans les prochaines semaines. Donc ils disent, nous ne voulons pas faire obstacle à un débat ouvert, public et démocratique sur les plateformes de Meta, assure la société pour justifier sa décision. Et donc pour rappel, en fait, Trump avait été banni suite aux événements du 6 janvier 2021. À l'époque, l'ancien président a encouragé des supporters à manifester leur mécontentement après la victoire de Joe Biden, affirmant que celle-ci avait été truquée. Et du coup, il y avait eu des centaines de personnes qui avaient envahi le Capitole à Washington DC. Donc voilà. Voilà, du coup, pourquoi est-ce qu'il a été banni et le retour. C'est un sujet qui était un peu sur la table. Je crois qu'il y avait eu des échanges d'ailleurs pas mal entre les équipes de campagne de Donald Trump et Meta, hein, tout simplement. Et donc, du coup, voilà, son retour depuis, je crois que ça fait un peu moins d'une semaine, quoi. Bien joué, Alexis, les amis. Là, Alexis vous met une branlée. Hein. Va falloir essayer de remonter parce que là, sinon, j'ai peur que ce soit une victoire nette et précise. On enchaîne du coup avec le mot suivant. Alors le mot suivant, quoi est-ce que je pourrais vous faire deviner? Ok, ça va être un mot en rapport avec la tech toujours. Un mot plus... Il faut que j'essaye de le représenter de façon plutôt simple. Ok. Alors on s'en fout des accents, là, je vous le dis. Les accents, même tout ce qui est capital et tout. On s'en fout. Allez, c'est parti. Si jamais vous devinez pas, je vous donnerai des indices. Alors je sais, c'est un mot un peu classique, on va dire, enfin quelque chose du langage courant, mais je vais essayer de vous le faire deviner par des émoticônes. Sachez que c'est un domaine d'activité, pour être plus précis, un domaine d'activité. Et Alexis qui devine encore une fois. Ah, je suis outré par tant de talent, Alexis. Le mot c'était sécurité. Pourquoi je vous parle de sécurité? Tout simplement pour mon actu que je viens de perdre. Voilà, donc on a une actualité de ZDNet qui nous parle d'une nouvelle tendance qui s'appelle le DevSecOps. Alors vous connaissez peut-être la pratique du DevOps qui consiste tout simplement en fait à faire... à automatiser un certain nombre de tâches, je vais dire ça de façon globale, hein, mais à automatiser le déploiement, on va dire, de code web ou de code en général. Une fois que vous avez terminé, vous poussez votre code et du coup, voilà, tout un tas d'automatisations qui vont permettre de garantir la qualité de votre code par des tests, la sécurité, etc. Et surtout de déployer directement en prod. Et donc là, l'accent qui est fait avec cette nouvelle tendance sur le côté sécurité, puisqu'apparemment trop laissé de côté en quelque sorte. Et donc le DevSecOps vise en fait à faire du DevOps, mais à intégrer toute la partie sécurité en amont et donc c'est une apparemment pratique qui croît de plus en plus, donc vous risquez d'en entendre parler. Voilà, donc j'ai trouvé l'article assez intéressant. Donc ils expliquent un petit peu en quoi est-ce que quelles seraient les bonnes pratiques, le fait finalement d'intégrer beaucoup de tests de sécurité dès le début de la conception d'une application web ou d'un site web, et puis de faire évoluer comme ça tous les tests et de les faire continuer à des fins d'avoir une application bien sécurisée. Donc article de ZDNet hyper intéressant. Et on termine du coup avec une dernière ressource que je vais vous partager. Là c'est plus une ressource qu'un article qui est plutôt cool. Et donc je vais vous faire deviner avec un dernier mot. Alors comment est-ce que je peux faire deviner ça? Allez, on va faire quelque chose de simple. Quelque chose de simple pour terminer, les amis. Hop. Là normalement tout le monde devrait être à même de le deviner. Je peux pas faire plus simple. Ok. C'est parti. Alors.
C'est un logo. Normalement, vous devriez reconnaître. C'est quelque chose que vous devez utiliser tous les jours. Et Lupac a deviné, c'était Figma. Bien joué. Bien joué, bien joué. C'était Figma. Pourquoi est-ce que je vous parle de Figma? En fait, c'est une ressource que je vais vous partager, que j'ai découverte, qui est vraiment très très cool. Il s'agit en fait d'une product designer qui s'appelle Fanny Mialon, qui est sur Toulouse. C'est une personne qui est sur Toulouse et qui a monté sa... Enfin, elle n'a pas monté, ça fait quelques temps, mais qui a fait sa chaîne YouTube. Et j'ai redécouvert ça il n'y a pas très longtemps. Et justement, en fait, c'est pour ça que je vous reparlais d'illustration système. C'est parce qu'elle en parle notamment en fait dans cette dernière vidéo qui est hyper intéressante. Donc voilà, si jamais vous avez des attraits pour tout ce qui est design, UI, UX, etc., création de logo, franchement, sa chaîne est vraiment cool. Et allez voir surtout cette vidéo. Je crée mon propre illustration système. C'est hyper intéressant. Donc je vous partage ça dans le chat. C'était une petite ressource que j'ai découvert qui est pépite, vraiment.